Raymond Brisebois, entrepreneur, auteur, coach international, conférencier et fondateur leadership, communication, travail d'équipe et mindset de performance. 62 ans, marié, 4 enfants, une petite fille. Tu es entre 0 à 18 ans, promené de Montréal à Laval. Depuis 2009, tu as ton entreprise. Qu'est-ce qui a changé en toi en 2009 pour que tu décides de partir à ton compte? Ah, c'est simple. J'ai été forcé à... Ça faisait longtemps que je voulais lancer mon entreprise et ça a pris 3 congédiements dans la même année pour me décider. Parfois, on n'apprend pas vite. Mais c'est quelque chose qui t'allumait, comme je peux dire? Ouais, j'ai toujours été depuis... Bon, premièrement, je suis un freak de développement personnel depuis l'âge de 15 ans, le nez d'un livre depuis l'âge de 15 ans. Et avant, si on veut, que je lance mon entreprise, là, je me souviens pas des années. Pendant une dizaine d'années, j'étais coach de hockey. Je coachais des 16-17 ans au niveau élite. Et plus j'en apprenais sur la psychologie, le mindset, la performance, le leadership, la communication, plus que j'apprenais tous ces champs d'expertise-là, ben, plus que mes patrons devenaient inadéquats. Plus qu'il se créait un écart entre mes patrons et moi parce que moi, j'élevais mon niveau de conscience, si on veut, puis j'apprenais sur le leadership. Puis plus tu en apprends sur le leadership, ben, plus que tes patrons deviennent pas bons. C'est souvent ça qui arrive. Ils perdent l'estime de soi. Ben, c'est que moi, je réalisais des choses, puis eux étaient encore années 80, là, si on veut, là, au niveau de leur gestion, puis ainsi de suite. Et c'est là que j'ai réalisé que, dans le fond, j'ai réalisé que j'étais un intrapreneur. Intrapreneur parce que j'avais un emploi avec un salaire aux 2 semaines, sauf que j'avais le mindset d'un entrepreneur. Et là, cette flamme-là a grandi en moi jusqu'au moment où j'ai dit, OK, je veux être conférencier, je veux être coach, je veux me lancer à mon compte, sauf que j'attendais le moment parfait. Le moment parfait n'est pas venu en fin 2009, sauf que ça faisait dans l'année 2009, j'ai perdu mon emploi 3 fois. Pourquoi? Bon, il y a eu une fois, c'était conflit avec la directrice des ventes. L'autre fois, c'était la compagnie avait été achetée par un autre propriétaire, puis il ne voulait pas me garder. Fait que tout ça pour dire qu'à fin 2009, ben, j'ai dit, OK, c'est beau, là, je vais arrêter de chercher une job, là. J'ai quand même commencé à travailler en sécurité en attendant parce que mon fils travaillait déjà pour une compagnie de sécurité puis il disait, Hey, Pa, on aurait besoin de toi. On a besoin d'un gars plus vieux qui est capable de mettre une cravate bilingue pour des événements plus, comment dire, exécutifs, si on veut, où il y avait besoin de sécurité. Seul hic, c'est que souvent les en attendant durent trop longtemps. Puis dans mon cas, ben, ça a duré presque 5 ans, là, en attendant. Ça a pris un drame familial pour que je me décide enfin à arrêter de niaiser, là, puis commencer à vivre mon plein potentiel, si on veut, là. Étant freak fait que parfois, on veut que tout soit parfait. Quand on veut que tout Ouais. est parfait, c'est jamais le bon moment. Effectivement, tu as raison. Et dans mon cas, ça venait de loin, le perfectionnisme, là. De Moi, où ça vient? moi, mon père était un perfectionniste. Vraiment, tout était mesuré, tout était structuré, tout était calculé. Et à l'époque où je vivais sous son toit, ben, les tâches que j'avais à faire, comme le gazon l'été, puis la neige l'hiver, fallait pas qu'il y ait un grain de neige sur le driveway. Les voisins pensaient que notre entrée de garage était chauffée, tellement tout était parfait. Peu importe la température, là. L'hiver, l'été, ben, le gazon, c'était la même chose. Là. Le weed eater, il fallait que tout soit ça à coche, tout droit, tout bien fait. Et ça, nos parents vont nous imposer des étiquettes, vont nous imposer des façons de faire souvent, puis on est forgé par notre environnement. Sauf que des fois, il y a ces étiquettes-là qu'on achète puis qu'on garde. Alors moi, le perfectionniste, je l'ai gardé longtemps, jusqu'au moment où je réalise que ça me gardait pauvre, là. Le perfectionnisme me gardait pauvre trop longtemps. Financièrement ou mentalement? Les deux. Comment mentalement? Ben, tu t'opères à un infime pourcentage de ton potentiel parce que ton potentiel s'exprime
dans l'imperfection, on regarde, quand on y pense, là, si on échoue comme faut, on va acquérir la science. Si on acquiert la science, on devient meilleur dans ce qu'on fait. Ouais. Toutes les expériences scientifiques ont été faites dans l'essai-erreur. Donc, il n'y a pas une expérience scientifique, que ce soit d'un médicament ou n'importe quelle grande avancée dans le monde de la science, de la technologie, de la santé, c'est grâce à des erreurs. C'est grâce à des essais. Oui. La peur aussi fait qu'on a parfois des restrictions mentales. On a peur de se laisser aller parce qu'on a peur de décevoir, mais dans le fond, on se déçoit juste nous autres, là. Il n'y a personne qui le sait, moi, je trouve. La peur, dans le fond, souvent, on va avoir peur si on est face à un lion ou un tigre ou un gros ours qui veut nous manger, là. Sauf que ce sont des vraies peurs qui sont légitimes, qui vont activer des parties de notre cerveau et de notre corps au niveau de défense, mécanisme de défense. Sauf que la plupart des gens, surtout ceux qui ne veulent pas exprimer leur plein potentiel, le problème, c'est pas la peur. C'est s'ils échouent, qu'est-ce que les autres vont penser? Le jugement. Le jugement, la dépendance à l'approbation. Oui. C'est bien plus ça. En 2009, tu es parti avec ton entreprise. Aujourd'hui, en 2025, oui. Qu'est-ce que tu te dirais si tu savais où tu en es rendu? Par rapport, qu'est-ce que je dirais à la personne en 2009? J'étais en 2009. Ben, j'ai commencé à me le dire vraiment en 2015, peut-être, si on veut, là, parce que une partie de mon histoire, c'est qu'en 2012, ma fille de 16 ans, Marianne, est décédée, s'est fait frapper par un train. Et moi aussi, je me suis fait frapper par un train. Oui. Pas de la même façon que Marianne. Moi, c'était vraiment d'arrêter de niaiser. Et là, bon, il y a eu évidemment un gros down. J'ai touché le fond. J'ai vraiment exploré toutes les pires pensées noires qu'un humain peut avoir parce que j'avais pas juste perdu ma fille, mais j'avais énormément perdu mon temps à attendre le moment parfait. Ça fait quoi, Raymond Brisebois, qui va down? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer le coach Ray s'en aller down, là. C'est impossible de concevoir que ça, on peut mettre un genou par terre puis avoir mal. Ça va prendre une marche, mettons, à l'époque, on demeurait à Laval, ça va prendre une marche sur le boulevard Chemédé, puis au-dessus de la 440, tu regardes, tu essaies de timer, voir si, mettons, je me pitchais en bas du viaduc, quand il y a une vanne qui arrive, je pourrais-tu me timer pour que ça fasse pas trop mal? On avait un bulldog anglais à l'époque, puis le bulldog anglais, c'est une race de chien très robuste, là, avec un gros cou. Et un matin, j'ai essayé le choker. Bon, juste voir, mais malheureusement, j'ai une grosse tête, le choker ne faisait pas. Fait qu'à ce moment-là... Et, bon, à l'époque, faut dire aussi que j'étais avec ma partenaire de vie actuelle, Linda, qui est devenue mon épouse dans les années suivantes, qui, vraiment, souvent... supporter quelqu'un, c'est pas si compliqué que ça. En fait, la façon qu'elle me supportait, c'est que, excuse-moi l'expression, elle me faisait pas suer. C'est qu'elle me supportait par sa présence, son écoute, et juste me faire savoir qu'elle croyait en moi. Puis ça a été comme le début, si on veut, de remonter la pente tranquillement, pas vite. Oui. Bon, en 2000, fait que le drame avec Marianne, c'est 2012. 2014, je commence à toucher à mon rêve, parce que je commence à être formateur pour une compagnie de marketing de réseau. En fait, une division marketing de réseau, vente directe d'une compagnie de produits naturels. Oui. Bon, ça n'a pas duré longtemps, sauf que ça a été quand même un point tournant, si on veut. Pourquoi ça a été un point tournant? Bien, parce que je commençais à faire... J'étais dans ma zone de génie. Je commençais à faire ce pourquoi je suis né, c'est-à-dire d'aider des gens qui aident des gens. Ton purpose. Mon fameux why, faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. Et je connaissais très bien le propriétaire, donc compagnie de produits naturels au Québec, Génacol, pour ne pas la nommer, qui, je connais le propriétaire fondateur depuis des années, puis là, il a cru en moi et j'avais un poste de formateur à l'intérieur de l'organisation, en plus de bâtir mon équipe avec Linda au niveau distribution, si on veut. On a fait ça pendant à peu près 14-15 mois. Fait que ils ont tiré à la plug à un moment donné sur cette division-là
Sauf que j'étais comme lancé, si on veut. Là. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a tout le temps des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat. Là. Fait que il y a des creux de vague. Après Génacol, j'ai eu un petit creux de vague. Sauf que ça n'a pas duré longtemps parce que les mandats de coaching ont commencé à rentrer. J'étais comme parti. Là, Tu étais déjà là. j'étais comme dans le game. Là. C'était commencé. Je comprenais pas tout, je savais pas tout. Je réalisais pas que tu peux être coach ou conférencier ou tu peux être dans la business des coachs et des conférenciers. C'est deux choses. Explique-nous. Ben, c'est que juste faire des conférences, ça peut être relativement facile. Si tu te fais connaître, puis tu as une présence sur les médias sociaux, puis que tu as un contenu à partager, tu as un message, ben, tu vas avoir des opportunités. Puis tu peux même te les créer toi-même, tes opportunités. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je louais une salle un samedi matin ou un samedi toute la journée et je faisais des ateliers d'art oratoire. Là, après ça, j'ai commencé à faire des ateliers de leadership, de travail d'équipe, ainsi de suite. Alors, je me créais, dans le fond, ma propre job, façon de parler, là. Et ça, on bâtit comme ça, on commence de même avec des ateliers, des conférences pour le grand public. J'avais quand même déjà un bon réseau, donc ça... Comment tu as été chercher tes premiers ateliers? Comment tu allais chercher tes gens pour te faire connaître? Tu n'étais pas vraiment dans ce monde-là. Email, invitation, médias sociaux quand ça a commencé un peu, dans les... J'étais déjà très impliqué à l'époque dans l'organisation Toastmasters, donc je voyais quand même beaucoup de gens. Oui. Puis là, tu les invites, puis tu charges un prix dérisoire, là, vraiment, là. Et c'est comme ça que tu bâtis. Je dirais, la grosse explosion dans ma business est arrivée fin de l'été 2018, alors que j'ai rencontré un gros investisseur, influenceur immobilier dans la grande région de Montréal, qu'on a commencé à travailler ensemble, one-on-one, Oui. en coaching privé. Sauf que ça m'a ouvert toute une communauté d'investisseurs immobiliers. Et là, mes revenus doublaient à chaque année. Et tu les coachais? Oui, les coachais. Alors, c'est là que je dirais mon modèle d'affaires à l'époque était surtout la conférence, la communication aussi par la bande, si on veut, là, Oui. et le leadership. Parce que j'ai tout le temps été un freak là, de leadership, un passionné de tout ce qui est leadership. J'ai jamais cessé d'étudier la game du leadership. Fait que j'avais quelques mandats aussi. Est arrivé COVID, et c'est là que pendant COVID, il y a eu peut-être 2, 3 semaines, là, WTF, là, où on se demande qu'est-ce qui se passe. Et après ça, ça s'est mis à exploser. Tellement que j'ai pris trop de clients même. Il y en a même que j'aurais peut-être pas dû prendre parce que ça ne fitait pas, la chimie n'était pas là. C'est ça, je vais revenir avec cette question. Sauf que ça rentrait à pleine porte, les clients. Mais là, c'était virtuel. Là, c'était virtuel. Puis tout le monde voulait devenir un coach. Ou Ouais. un conférencier ou être sur les médias sociaux, Ouais. puis il fallait des cours. Je dirais, j'ai surtout, de 2020 à aller jusqu'en 2023, coaché des entrepreneurs ou des investisseurs immobiliers qui débutaient et qui avaient besoin de clarté, d'être meilleurs à structure, clarté, intention, vision à long terme, productivité, gestion des émotions, gestion de l'énergie, gestion des partenariats, des relations avec des partenaires ou des clients ou des fournisseurs. De là est venu le livre qu'on a écrit par la suite. Parce qui est que juste ici. j'ai bâti un programme en 12 étapes que là, j'ai même commencé avec d'autres groupes à faire des formations en ligne. De là est venu, ça se passe entre les deux oreilles parce que c'est un livre, pour ceux qui ne nous voient pas, qui fait juste nous entendre présentement à CKVL. Vous ne nous voyez pas, mais il a écrit et est auteur d'un livre qui ça se passe entre les deux oreilles, c'est ça. Qui est très intéressant à lire en passant. Merci. Et qui est un livre, dans le fond, 12 principes de performance pour tout entrepreneur qui veut vraiment, pas nécessairement travailler plus fort, mais atteindre son plein potentiel. Okay. Et ça se passe entre les deux oreilles parce que moi, je me concentre sur l'aspect humain, sur l'aspect l'histoire que tu te racontes. Parce que quand on parle de je sais pas moi, une grosse partie de ma clientèle qui a été pendant quelques années des investisseurs immobiliers,
la science, les techniques, l'expertise pour faire de l'investissement immobilier existent déjà. Ouais. Et la plupart des gens ne passent pas à l'action. Ou s'ils passent à l'action, ils font ça tout croche, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Beaucoup de gens, ils savent ce qu'ils ne veulent plus, c'est-à-dire ils veulent quitter leur job, ils ne veulent plus avoir de boss, ils veulent être plus libres, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est là que le coach intervient pour les aider à découvrir qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi ils font ça. Tu me dis, tu me répétais à plusieurs reprises le mot freak. Oui. C'est quoi un freak pour toi? Juste en quelques mots. Là. Ben, pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné et qui a un focus sur soit une expertise, soit une cause, soit un sujet quelconque, et que son focus là, est vraiment comme rétréci à un point où il se concentre là-dessus. Là. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de flexibilité dans le mot freak? C'est parce que si on regarde les meilleurs là, dans toutes les sphères d'activité, que ce soit en affaires ou dans les sports élites de haut niveau, ben à quelque part, les belles années, mettons, au golf de Tiger Woods, il n'y avait pas de flexibilité. Il était focus, même qu'il utilisait l'image Tiger Woods, il disait, moi, mon focus est 6 pouces de large et 6 pieds de long. Mm-hmm. Tandis que moi, je coachais à l'époque en même temps que Tiger Woods était à son meilleur. Je coachais des 16-17 ans et leur focus était 6 pieds de large et 6 pouces de long. On voit la différence. Oui. Parce que moi, j'ai réalisé avec le temps que le succès, c'est bien plus une question de soustraction. Il faut que tu enlèves des affaires, il faut que tu enlèves les interférences et c'est là que tu vas atteindre le succès. Le succès, ce n'est pas nécessairement travailler plus fort. C'est d'enlever des affaires qui viennent nuire à ton succès. Est-ce que tu penses que le succès, c'est un choix Oui. qu'on fait? Oui. C'est un choix qu'on fait parce que le succès, c'est de faire ce pourquoi tu es né, de commencer premièrement, le début, c'est de réaliser ce pourquoi tu es né. Mm-hmm. Après ça, ben, c'est de marcher en direction de ta destinée et de réaliser qu'à chaque jour, tu es intentionnel, que tu fais des choses qui sont en lien vers ta destinée, vers la meilleure version de toi-même. Et là, le succès, dans le fond, ne dépend pas directement des résultats parce que les résultats vont venir de toute façon. Tu as fait beaucoup de bénévolat quand tu étais jeune, oui. Donc coach au hockey. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris aujourd'hui en 2025 si tu retournes en arrière et tu dis ça vient de quand j'étais coach? Qu'est-ce que ça t'a appris d'être coach, mais aussi de faire du bénévolat? Tu en fais beaucoup de bénévolat encore aujourd'hui. Je sais que moins, ouais. Tu en fais. Faut te dire que tu en fais. Moi, je trouve que tu en fais. Tu es souvent présent, tu es très là. Il faut prendre le bon chapeau quand il fait. Mais qu'est-ce que ça t'a appris en 2025? Si tu y penses, dis-moi, j'étais coach hockey, ça doit venir de là. Qu'est-ce que ça t'a appris être coach hockey? Bon. Champ d'hockey, c'est pas facile à gérer. Là. Non, le coaching au hockey est venu un peu plus tard. Je dirais, dans ma vie personnelle, j'étais déjà très bon à l'école. J'avais jusqu'au secondaire 4 ou 5, et là, des 90, 95 et plus dans mes examens, dans n'importe quelle matière, sans forcer, sans trop étudier. Puis je dis ça humblement. Sauf que j'ai quitté l'école tôt, dû à ma situation familiale. J'avais juste hâte de sacrer mon camp de la maison pour être autonome. Tu avais quel âge? J'avais peut-être 17 ans. Là. J'ai à peine fait mon secondaire 5. J'ai essayé un peu de cégep, puis j'étais mal orienté, si on veut. Là. Mon père aurait voulu que je sois un docteur en n'importe quoi, alors qu'avec plus tard, avec le recul, je réalise que j'aurais voulu être avocat parce que j'aime parler, j'aime communiquer, puis j'aime... Un juge, t'aurais été bon. Peut-être. Qui sait? Là, c'est pas grave parce que dans le fond, j'adore ce que je fais présentement. Oui. Ceci étant dit, étant donné que j'étais très bon à l'école puis que je ne suis pas allé à l'école longtemps, mon école, je sais que l'expression est un peu galvaudée, là, la fameuse école de la vie. Là. Moi, mon école, ça a été à faire du bénévolat. Depuis l'âge de 15 ans que je suis impliqué dans toutes sortes d'organismes. Ça a commencé avec les clubs optimistes. J'ai été membre d'un paquet, membre fondateur. J'ai créé toutes sortes de patentes là, de regroupements de citoyens. T'es un gars de gang.
T'aimes les équipes, t'aimes les gars. Oui, Si j'écoute oui. ce que tu dis, là, t'as toujours été un leader mais tu décides de ta gang. C'est ça. En autant que je lead la gang. C'est ça. Un gars de gang, mais C'est ta gang. il faut que ce soit ma gang, c'est ça. Alors, j'ai tout le temps eu des postes de dirigeant. Très jeune, là, à 21 ans, j'étais président d'un club optimiste. À 22 ans, l'année d'après, je m'en occupais de 6 de toute une région. Après ça, j'ai fait de la politique scolaire. Et c'est quand j'avais... Moi, c'est à peu près à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à coacher mon fils. À l'époque, il était tout jeune, là, il avait 9-10 ans. J'ai réalisé que je serais meilleur avec des plus vieux. Alors, j'ai demandé un club de juniors, des 19, 20, 21 ans. Ça a fait même pas une saison parce que j'ai mis dehors le fils d'un directeur. Fait que là, ils m'ont mis dehors. Question politique, là. Oui. L'année d'après, j'ai commencé, et là, j'étais là pendant 10 ans, dans une très belle organisation de hockey à Boucherville. Mais c'était toi le leader. C'était moi l'entraîneur-chef. Et j'avais tout le support de l'organisation. C'est-à-dire qu'on me donnait tous les budgets. C'était bénévole, mais on me donnait tous les budgets pour me former, pour avoir du matériel. Mon fils commençait à être passionné de tout ce qui est paramédic. Alors, il payait toutes ses trousses de médical, là, de Il paramédic. est ambulancier aujourd'hui, hein? Je crois. Non, il est dans il travaille au 911 à Dorval. Oui, c'est ça. Il est dans quelque chose de médical. Mon fils me suivait dans toutes mes saisons de hockey. Il était comme mon soigneur, si on veut. Fait que c'était le fun pour la relation père-fils. Et en même temps, on revient à l'école, ça a été mon école. Mon école, mon université, ma formation, ça a été dans toutes mes activités bénévoles parce que j'avais des positions de leadership, ce qui me forçait, si on veut, puis j'avais cette ouverture-là de vouloir le faire aussi, à étudier la game là, de tout ce qui est communication, leadership, mindset. T'es curieux? Oui. Très. Très. Qu'est-ce qui arrive si on ne te donne pas la game tout de suite de leadership puis que ça ne vient pas de toi? Tu vas-tu embarquer dans l'équipe? Puis tu vas déplacer l'autre, puis c'est toi qui vas devenir Je ne vais en pas avant? le déplacer. Si j'en viens à vouloir déplacer l'autre, je vais juste me retirer. Ce que j'ai fait à quelques occasions dans ma vie. Bon, n'est pas parfait, je suis un peu tête de cochon, je suis un peu têtu. J'ai ma façon de voir les choses. Fait que j'ai travaillé à l'occasion avec des gens avec qui je m'entendais bien parce qu'on avait la même vision. Alors, je ne tiens pas absolument pardon, à être le patron, sauf que je dois servir une cause plus grande que moi. Et je dois avoir le sentiment qu'on s'en va dans la bonne direction, là. Je vais reposer la question. Moi, je pars à un club de hockey de gars, là. OK? Puis je te dis, ben c'est moi le chef, puis toi, tu vas être l'assistant. Oui. Si ça ne vient pas de toi, vu que tu es un coach, tu as ça dans toi, tu es un leadership depuis toujours, là, tu nous l'as dit, là. Tu vas-tu prendre la position ou tu ne seras pas bien? Pas en deuxième, je ne vais pas nommer le numéro. Ouais. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, Ouais. tu vas-tu te sentir, ça vient pas de moi, c'est pas correct parce que tu es tellement fort dans ton leadership que tu vas avoir de la difficulté à t'adhérer à un groupe si ça vient pas de toi. Mettons qu'on fait un souper. J'ai déjà été dans tes soupers qui sont fantastiques. C'est toi qui as lancé l'invitation puis tu réunis des gens. Mais si c'est le contraire, tu vas y aller, mais c'est pas toi qui l'as organisé. Est-ce que ça vient jouer parfois dans tes décisions vu que tu es... Tu sais ce que je veux dire? Ça dépend des enjeux. C'est une bonne question. Ça dépend des enjeux. Alors, si on prend l'exemple du souper, souvent, c'est moi qui vais organiser. Ouais. C'est moi... J'aime organiser. J'aime avoir un certain, on pourrait dire, contrôle, si on veut, là. Ouais. C'est pas que je cherche à tout contrôler les paramètres, mais à inviter qui je veux, puis que je donne tout le temps une intention puis une mission dans tout ce que je fais, puis ça me permet de la vivre, cette mission-là, cette intention-là. Si à l'inverse, c'est moi qui est invité dans un souper, je vais quand même y aller parce qu'il n'y a pas de grands enjeux, si on veut, là, il n'y a pas de grandes conséquences à ce qui va se passer ou non. Ça se peut que je sois plus tranquille. OK, mais ça se peut que je prenne moins de place. Mais tu n'en prends pas beaucoup de place. Tu n'as pas besoin, je vais juste te le dire en passant. Là, ta présence humaine, on le sent quand tu rentres dans une salle. On a on sent cette énergie-là, puis c'est correct. Là.
on rentre dans la place et on le sait que tu es là. OK. Je veux dire, c'est positif. Moi, je trouve qu'il faut être là, présent. On n'est pas obligé de crier. Non. On n'est pas obligé Faut de... pas. Faut pas. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt. Tu as dit que parfois, tu as pris des mandats durant la COVID qui n'étaient pas toujours bénéfiques pour toi puis que tu penses que tu n'aurais pas dû prendre. Oui. Comment tu fais pour choisir qui tu vas coacher et que tu ne veux pas coacher? Parce que parfois, on commence quelque chose puis on pense que cette personne ou ce produit-là, des fois, ça peut être quelque chose, c'est pas juste une personne qu'on coach. Puis tu t'aperçois, ça va pas avec mon alignement. Tu fais quoi dans ce temps-là? Bon. Mon filtre, mon système, de, si on veut, là, de prendre la décision, c'est mon why. Qui est d'aider des gens qui veulent aider des gens. Oui. Donc, souvent, que ce soit un conférencier, une conférencière ou un coach ou un entrepreneur, même un entrepreneur, quelqu'un qui veut lancer un projet d'affaires qui aurait besoin de mes services pour tout ce qui est productivité, vente, le message, le branding, des choses comme ça. Faut que tu aies... C'est correct de vouloir faire de l'argent, mais il faut que tu aies une cause. Sinon, j'embarque pas. Alors, dans le temps de COVID, pour revenir à ta question, j'en ai trop accepté, puis j'ai réalisé qu'on faisait tout 99% mes appels, mes rencontres clients étaient sur Zoom. Et quand je réalisais que je n'avais pas le goût que le Zoom s'ouvre, ben j'étais comme pas motivé de voir l'autre personne, l'autre bord de l'écran, ben c'est là que je me suis dit, j'en ai trop pris dans le sens que j'ai pas été assez sélectif. Fait que là, il y a eu cette phase-là. Un petit peu après COVID, il y a eu la phase où j'ai congédié des clients, des clientes. Pour quelle raison? Parce que ça ne fitait pas avec mon why. C'était pas des gens... Dès que je m'aperçois que la personne veut juste s'aider elle-même et uniquement elle-même, il y a un clash avec ma culture, avec ma cause, mon why. Ça ne défait pas que parfois, ça peut faire que l'estime de soi, parce que moi, je vais le dire publiquement, c'est toi mon coach là, pour la prise de parole en public. Ouais. Ça peut être déstabilisant pour la personne qui se fait coacher. Puis même pour toi, tu peux dire, excuse, ça ne fonctionne plus ou whatever, ou on n'a pas la même vision, ou on s'en va pas dans... L'alignement n'est pas pareil. Mais tu n'as jamais eu, tu te sens pas mal pour la personne qui croyait ou la personne, c'est comme tu y brises le rêve, là. Il y a d'autres coachs, il y a d'autres écoles. Mm-hmm. Bien humblement, avec l'expérience que j'ai acquis dans les 20 dernières années, surtout au niveau de l'art oratoire puis de la conférence, je pense pas que... Il y a sûrement j'ai des collègues au Canada anglais qui sont à peu près plus ou moins de mon niveau. Là. On joue à peu près dans les mêmes ligues, si on veut. Et ces gens-là vont charger 3-4 fois mes tarifs parce qu'ils sont du côté Canada anglais. Quand... De deux choses d'une, soit que maintenant, je suis capable de ne pas accepter de clients, parce que j'ai développé un sixième sens, si on veut, là, pour voir si je vais aller voir les médias sociaux de la personne, on va avoir une entrevue découverte, je vais poser des questions. À ce moment-là, si je vois que ça ne fonctionnera pas, ben, puis les gens me connaissent aussi, commencent à me connaître, là, donc ils ne viendront pas à moi parce qu'ils savent c'est quoi ma mission, parce qu'elle est affichée de long en large en caractère gras partout, là, sur toutes mes plateformes. Bon, mais admettons que on a l'entrevue découverte. Si je m'aperçois que la cause que cette personne-là veut juste faire de l'argent, puis veut pas faire une différence dans la vie des gens, ben je ne vais pas la prendre comme client. Et si, parce qu'on est humain, si je l'échappe puis que j'ai quand même pris la personne, ben ça se fera pas du jour au lendemain. Là. Il y a un processus, tu sais, comme... J'en ai une conférencière à un moment donné que j'ai laissé aller, que nos chemins se sont séparés. Bien, j'étais 1 an avec, là. 1 an à essayer le plus possible de l'influencer, de faire en sorte que, regarde, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de ta communauté, de ton auditoire, de tes clients, de tes clientes. Il faut que tu te détaches de ton petit nombril. Puis c'était tout le temps moi. Bien là, à un moment donné, je dois me respecter là-dedans aussi, là. Est-ce que tu crois que tout le monde est coachable? Non. C'est pas tout le monde qui est coachable. Pourquoi? C'est une bonne question. Je n'ai pas poussé l'analyse psychologique. Je suis sûre que tu la connais, la réponse. C'est tout.
Ben, beaucoup cherchent beaucoup plus de la validation que du coaching. Et c'est là que j'ai même pas besoin d'aller plus loin dans la conversation avec le prospect parce que, puis moi, je vais souvent poser la question, est-ce que c'est vraiment du coaching que tu veux ou de la validation? Parce que la validation, un chien va te donner ça, tu n'as pas besoin de m'engager. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est un psychologue. Est-ce qu'on peut en vivre seulement de coacher au Québec? Pas être fort de conférence, d'être vraiment juste un coach, parce qu'on parle du Québec, là. OK. Québec, international, deux mondes différents, là. Effectivement. Ben, je suis obligé de te répondre oui parce que j'en vis maintenant très bien. Je pense qu'il y a un déclic à faire, que ce soit de la consultation, du coaching, de la conférence, de la formation, tout ce qui est ce qu'on appelle la You economy, là. Oui. Oui, on peut en vivre en autant qu'on fasse le switch entre les deux oreilles, que c'est une business. Donc, il faut vendre. Il n'y a pas d'émotion en business. C'est pas vrai. On Tu est crois des êtres ça? d'émotion. On est des êtres d'émotion. Parce que la journée où tu penses qu'il n'y a pas d'émotion, ils vont te rattraper les émotions parce qu'on est des êtres d'émotion. Non, mais je veux dire, quand on choisit nos mandats, il ne faut pas qu'on dise pauvre personne, on va y faire ça. Tu sais, c'est une business, comme tu dis, c'est une business. Là. Ouais. Tu travailles avec les émotions. Il y a des émotions quand même. Il faut que je sois motivé, excité, fébrile et que je sens que ça va nourrir mon purpose pour accepter un client, une cliente. Là. Fait que oui, il y a l'aspect monétaire, évidemment. Mes services ont de la valeur, puis je connais le marché dans lequel j'opère, donc je sais ce que ça vaut. Je sais que mes tarifs ne sont pas dans les plus dispendieux, parce que je connais mes collègues Ottawa, Toronto et ailleurs, et ils chargent 2, 3 puis 4 fois mes tarifs. Donc, je suis très à l'aise, parce que de toute façon, moi, je ne vais jamais facturer un client, une cliente pour qui c'est une dépense. Il faut que ça soit un investissement. Mhm. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est employé, rien contre les employés, mais si les honoraires que cette personne-là me verserait pour elle, c'est vraiment une dépense, je ne serais pas à l'aise. Fait qu'il faut que potentiellement les services que je charge deviennent un investissement, c'est-à-dire que potentiellement, ça peut rapporter. Je n'ai pas le contrôle si ça va rapporter ou non, parce que le coach est en charge du processus et non des résultats. C'est un travail d'équipe. Oui. Moi, toutes les fois qu'un client me dit « tu es le meilleur coach que j'ai jamais eu », ben, je dis « c'est un travail d'équipe. C'est grâce à toi. » Parce que pour d'autres, je peux être le pire coach qu'ils n'ont jamais eu parce qu'ils ne font pas les efforts. Est-ce que tu sens quand quelqu'un va réussir ou pas? Ton sixième sens après 20 ans, tu le sais. Oui. Est-ce que tu sais où faut la... Si la personne dit « Ah, ben moi, j'aimerais que ça soit toute noire », puis là, tu dis « Il faut que tu l'amènes à dire blanc », là, dans le fond. C'est ça, un coach. Oui. Oui. Bien, maintenant, j'ai réalisé, il y a un processus. Il faut gagner la confiance. Il faut bâtir la relation. Et ce que je dis, je tente de l'appliquer pour moi, puis je le dis à tous ceux que je coach aussi. Il faut faire la différence entre désir et besoin. Oui. Deux choses différentes. Oui. Et quand la personne vient à moi en premier, puis entre dans mon écosystème, elle a des désirs. Puis elle n'est pas consciente de ses besoins encore. Okay. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les désirs en premier. On va gagner la confiance, on va bâtir la relation. Après ça, on va s'attaquer aux besoins. Il y a 390 millions de coachs en ce moment sur les médias sociaux. Pas mal, oui. Quelqu'un qui veut un coach, comment on choisit son coach? Moi, je t'ai rencontré, honnêtement, là. Mm-hmm. J'ai demandé à 2 personnes, ils m'ont donné le nom. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait une interview, je n'ai pas été voir ces médias sociaux. J'ai cru aux 2 personnes qui ont dit ton nom. Je t'ai téléphoné tout de suite. Oui. J'ai été chanceuse. Sur beaucoup de choses, on a les mêmes liens, on se ressemble. Oui. 2 caractères très forts, 2 personnes qui ont une mission. En tout cas, moi, j'ai une mission. Certain. Puis, ça a fait que ça fonctionne. Mais tous ceux là, qui ne connaissent pas ça, il y en a que c'est des bons vendeurs. Là. Tu sais, on s'entend, ils vendent des mots. Là. Ah, je suis le meilleur, je vais t'emmener au top, tu vas voir, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre auditeur ou ceux qui nous regardent présentement de faire attention à certains points quand on choisit notre coach? Qu'est-ce qu'ils doivent porter leur attention sur? Bien,
C'est-tu quelqu'un que tu aurais le goût d'aller souper au resto, d'aller prendre un café, d'amener ta femme ou ton mari ou ton conjointe ou tes enfants dans une activité? Parce que c'est une game de confiance. Le coaching, moi, j'en connais bien plus sur mes clients, mes clientes que leurs propres conjoints en connaissent sur eux, là. Tu sais, on rentre vraiment dans l'intime, on rentre dans des choses très personnelles, donc il faut que tu aies confiance. La plupart, moi, de mes clientes, sauf exception, mais je dirais la très grande majorité, sont des amis maintenant. On est resté en relation. Puis même si parfois la business va faire qu'ils vont me donner un mandat d'une couple de mois, puis que certains ne vont pas renouveler le mandat, si on veut, en termes monétaires, Mhm. on reste en relation. Puis quand on se revoit 1 an, 2 ans, 3 ans après, c'est salut coach, que je demeure le coach à vie, si on veut. On peut créer des liens. Parce qu'on crée des liens. Alors, aurais-tu le goût de, potentiellement, le coach que tu veux engager, aurais-tu le goût de devenir ami avec cette personne-là, te confier? Est-ce qu'on doit leur poser une interview, faire une Oui, interview? 100%. C'est important, moi, Ah je oui, trouve. ah oui. Ouais. C'est une relation, puis c'est une relation qui est bidirectionnelle, là. Ouais. C'est pour ça que moi, je dis à mes clients, quand ils me disent « Ah, t'es un des meilleurs coachs que j'ai eu », ben, je dis c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est à deux sens, là. Ta plus grande qualité en tant qu'être humain et non entrepreneur, personnellement, c'est laquelle? Ouais, mais c'est la même chose de toute façon. Mais maintenant, mon côté humain, mon côté entrepreneur ne fait qu'un. OK. Je dirais ma plus grande qualité, c'est d'être capable de penser à l'extérieur de la boîte, d'être contre-intuitif, de tout le temps challenger le statu quo. Pas pour absolument le changer. Tu sais, il y a des choses que quand j'ai le goût de me brosser, j'ai plus de cheveux, là, mais quand j'ai le goût de me brosser, mettons la barbe, je prends la bonne vieille brosse, la même qu'on avait là, 20, 30, 40 ans, puis 60 ans. Il y a des choses qu'on n'a pas absolument besoin de changer, sauf que je challenge tout le temps, voir s'il n'y a pas une façon de... Et je suis tout le temps à l'affût. Tu as parlé tantôt d'être curieux, mais je suis tout le temps à l'affût de voir y a-tu quelque chose qui peut aider mes clients, mes clientes, ou, puis je dis mes clients, mes clientes, parce que maintenant, je suis comme en mission 24 heures par jour, si on veut. Mon why, Mhm. oui, il se monétise. Oui, je gagne ma vie grâce à mon why, Mhm. sauf que mon why n'est pas dépendant, directement relié à comment je gagne ma vie. Je le vis tout le temps 24 heures par C'est ta jour, là. passion. C'est ma passion. Tu as été aux États-Unis. Oui. Tu as déjà travaillé dans des TED Talks aussi aux États-Unis, je crois. Non. Tu n'en as pas fait? Je l'ai fait à distance, si C'est on veut, ça. puis c'était un TED Talk qui était à Montréal. OK. Tu as fait des TED Talks. Tu as été sur le stage. Qu'est-ce que Ouais. tu aimes mieux? Être conférencier, faire des TED Talks ou être le coach? C'est toute la Ça, même, pas toute la même chose, mais c'est le même domaine. Pour toi, tu es bon dans tous ces domaines-là, mais si tu avais à en Bon. choisir un, dans un monde, idéal. je veux pas te contrarier, Mia, je dirais, s'il y a un événement, puis que lors de cet événement-là, avec plusieurs conférenciers, puis un auditoire, puis un stage, Oui. si tu me demandes, tu veux-tu être sur le stage ou tu veux qu'un de tes clientes soit sur le stage, Oui. je suis pas capable de répondre à cette question-là. C'est 50-50. En fait, dans un monde idéal, puis ça m'est déjà arrivé, je vais avoir l'événement suprême que j'ai eu à m'occuper à un moment donné. J'étais avec Linda, puis on coordonnait la logistique de l'événement. On coordonnait tout le line-up, l'agenda des conférenciers. Le 3/4 des conférenciers, je les avais coachés. Donc, c'est comme si, à quelque part, je contrôlais le produit, Oui. façon de parler, la Ah ouais, qualité du ouais, ouais. produit. Parce que la plupart des gens qui montaient sur stage, on pouvait presque mot à mot dire la conférence à leur place parce que je les avais aidés à bâtir la Puis conférence. où les placer? Oui. Et en fin de journée, je suis le dernier conférencier. C'est moi qui embarque sur stage pour closer la journée. T'aimes Fait que ça encore faire c'est ça. Ah ben, j'adore ça. Encore cette semaine, là, 2, 3 jours, discours improvisé dans un groupe de réseautage. Ah oui? Sur le coin de la table, là, un conférencier s'était cancellé, bâti un petit 7 minutes d'inspiration. Il n'y a pas un C'est une moment drogue. donné que tu n'aimais pas plus être coach ou bien plus Je veux faire conférent? les deux. Puis il n'y a jamais eu un moment que tu as fait plus un que l'autre. Non.
Parce que de OK. toute façon, quand tu es coach, ou quand même, je dirais, je vais pousser ça à la limite, là, quand tu es entrepreneur en 2025, la conférence sous toutes ses formes, que ce soit en virtuel, une chaîne YouTube, n'importe quel média social ou sur un stage en présentiel, la conférence sous toutes ses formes est avec un L majuscule, le moyen de marketing par excellence de l'entrepreneur. Parce que fut un temps, là, 20, 30, 40 ans, où tous les conférenciers étaient payés. Ça existait le métier de conférencier professionnel. La game a changé et maintenant, la conférence est un moyen de marketing. Au Québec, c'est comme ça. Oui. Moi, je travaille avec les États-Unis en ce moment sur quelque chose de très gros. Et je peux te dire, avec ceux que je suis aux États-Unis, ça ne fonctionne pas comme ça. Mhm. Qu'est-ce que tu penses qui est la différence entre le Québec et les États-Unis côté monétaire? Pourquoi il y a beaucoup de conférenciers présentement au Québec qui ne se font pas payer, qui utilisent ça pour le marketing, tandis que si on va en Ontario ou aux États-Unis, il y a un cachet. Il y a un cachet et je sais, aux États-Unis, je ne le sais pas, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas étudié la question, donc je ne pourrais pas te répondre. En Ontario, je sais que de plus en plus, je dirais au Canada anglais, ceux qui font de la consultation, ceux qui ont des programmes de coaching, ceux qui ont autre chose à vendre que juste la conférence, vont se permettre de faire de la conférence sans no fees, là, sans exiger de tarif gratuitement, parce qu'ils vont l'utiliser comme moyen de marketing. J'ai même un collègue à Ottawa, il va organiser une journée de conférence, il appelle ça un showcase, où il va mettre en valeur tous ces conférenciers qu'il a coachés dans les derniers 6 mois, mettons. Parce que ça l'aide. Oui, et c'est gratuit. Fait qu'il va y avoir 150, 200 personnes dans la salle. Il va même payer les petits sandwichs, le café, puis le petit buffet. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est son brand, c'est son image de marque, puis il fait la promotion de tous ses programmes aussi en même temps, là. Mhm. Donc, c'est un moyen de marketing. Lui, il investit dans cette journée-là. Pourquoi? Parce qu'après ça y amène des clients. C'est ça. Acheter ton livre, Ouais. un coaching ou n'importe. C'est ça. C'est mais la différence est vraiment là entre ici et les États-Unis. Ça, je peux te le dire. Ça là. se peut. Je le vois, là, c'est comme assommant. Je suis comme OK. Puis ils sont très stricts. C'est une job. Tu vas faire ta mission, puis tu dois te faire payer parce qu'il y a un revenu. Puis c'est comme ça. Là. La gratuité, ça n'existe plus. Ouais. Le Québec, encore, puis les entrepreneurs s'en ressentent, là, cette croyance limitante là, face à l'argent. Tu sais, exemple, je suis capable de charger 4-5 000 pour une journée d'atelier dans une entreprise à Montréal et je pourrais charger la même 15 000 à Ottawa. Oui. C'est à 1 heure de route, là, Ouais. 2 heures de route. Moi, je trouve que tu es un personnage, mais un humain. Oui, j'espère. Très. Qui peut donner la frouille. OK. J'ai eu souvent la frouille au début avec toi en tant que coach. Tu m'as soulevé à vouloir être encore meilleur. Tu m'as fait apprendre des choses. Tu m'as fait casser mon ego. Puis ça, c'est très. C'est vraiment. Moi, en business, je sais où est-ce que je m'en vais. Là. Oui. En conférencière, puis en prenant un stage, je ne le savais pas. Mm-hmm. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça, mais dans ma business de 32 ans, ça, il n'y a pas grand-chose qui me déplace parce que je la connais par cœur. Ben oui. Je sais où je m'en vais. Est-ce que parfois, il y a des gens que tu veux plus qu'eux, ils veulent, mais eux, ils ont tellement une insécurité ou une peur face à qu'est-ce qu'ils vont se livrer que tu es comme, tu sais plus quoi faire. Tu es comme, voyons. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là? Au début, c'est pas mal tout le temps de même. Au début d'une relation, d'un mandat de coaching, c'est souvent comme ça. Alors, j'essaie de... On apprend. On devient... c'est pas parce que ça fait 20 ans que je fais ça que je suis rendu. Donc, on espère que non. On s'adapte, on s'ajuste. Mais c'est sûr que je suis capable de voir des choses chez l'autre personne, chez le client, la cliente qui débute avec moi, que cette personne-là ne voit pas encore. Mm-hmm. Alors, ma job, c'est d'y faire prendre confiance, puis de réaliser et d'aller chercher ce qu'on appelle les mini-victoires
Parce qu'avec les mini-victoires, ben, on va pouvoir créer un momentum puis bâtir là-dessus. Mhm. Et c'est sûr, pour répondre à ta question, à 99,9% du temps, je veux plus, à l'intérieur de moi du moins, que la personne. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis ça peut faire peur pour les gens qui te voient arriver. Moi, en tout cas, je peux le dire pour moi, parce que là, tu ne veux pas décevoir le coach. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, c'est ça. Mais après, tu t'assois, puis tu dis, tu laisses le temps passer, puis tu dis, OK, mais j'ai peur de quoi, là? C'est ça. Tu l'as engagé pour qu'il t'amène plus haut, pas pour Oui, avoir peur. et j'ai fait les expériences. Là. J'ai été dans le fameux laboratoire là, où j'ai vu les gens avec qui j'ai travaillé grandir. Fait que j'ai la preuve, là. Tu sais. Oui, oui, oui. Dans ton monde, parfait. Le storytelling, tu me dis tout le temps que c'est la meilleure chose, le plus grand vendeur. Oui. Pourquoi? Là, au moment où le podcast va être diffusé, là, X nombre de semaines, ben, au moment où on l'enregistre aujourd'hui, la semaine passée, 2 grosses compagnies américaines, là, 2 géants, ont publié leurs résultats boursiers. OK. Microsoft, Oui. grosse compagnie, on s'entend. Oui. Le président, Nadella, je ne me rappelle plus exactement de son nom, il était prêt. Il t'a fait une présentation là, avec les graphiques, les chiffres, les résultats financiers et les ventes avaient augmenté de 12%. Augmentation des ventes chez Microsoft. La business du cloud, la division cloud, les ventes avaient augmenté de 21%. Il avait fait les beaux graphiques, le beau PowerPoint, toute sa présentation, là, il n'a pas bullshité, il a vraiment tout dit les vraies affaires, là, puis il était prêt, là, il était over-préparé. L'action a chuté après l'annonce. En même temps, le même jour, Tesla, Elon Musk, que pourtant les ventes, ils crashent depuis un certain temps, là, Tout à fait. à cause de la mauvaise publicité, puis on l'aime ou on l'aime pas, mais ceux qui ne l'aiment pas font en sorte que les ventes baissent. Alors, on pourrait croire que l'action de Tesla va chuter. Pourtant, les ventes vont pas bien. Il y a un recul au niveau des ventes. Sauf que dans sa présentation, lors de l'Assemblée aux actionnaires, il a raconté une histoire. Il a parlé de sa vision. Il a parlé où il voyait Tesla dans les prochaines années. Puis il achète ça, le monde. Il aime les storytellers. Ben oui. À l'inverse, pas à l'inverse, mais plus près de chez nous, dernièrement, j'étais juge sur un panel d'entrepreneurs pour une organisation paragouvernementale dans mon coin de pays où il y avait des bourses à donner. Il y avait 17 candidats en démarrage d'entreprise qui venaient faire leur pitch de vente au niveau, il y avait 2 à 3 minutes, on avait déjà reçu le plan d'affaires. Fait qu'il pouvait y avoir des cosmétiques, du jardinage, de l'informatique, toutes sortes de plans d'affaires, là, de projets d'entreprise. Il y avait 17 candidats. On donnait 8 bourses de 5 000 $. Donc, il y en avait 9 qui s'en tournaient à la maison, ils n'avaient pas gagné. On était 5 juges. Et les 5 juges, on a choisi les 8 mêmes. Et les 8 mêmes, on les a tous choisis parce qu'il y avait une cause, parce qu'ils racontaient une histoire. Ça n'avait rien à voir avec le plan d'affaires, avec les prévisions, avec les profits estimés ou quoi que ce soit. C'était le storytelling. L'humanité a été bâtie autour du storytelling. Et c'est la meilleure façon de connecter avec un autre être humain parce qu'on va aller jouer dans une partie du cerveau que juste l'information ne va pas. Est-ce que tu crois que le cerveau a évolué en 2025 avec tout ce qui est l'intelligence artificielle? Oui et non. Le cerveau est un muscle. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, le cerveau va être tout le temps en évolution. On va même voir le cerveau se régénérer après une commotion cérébrale ou un accident ou quoi que ce soit. Alors, oui, le cerveau est en constante évolution. Même que, apparemment, tu sais, on regarde, il fut un temps avant les ordinateurs et les calculatrices où on était bon à calcul mental. Mm-hmm. Et il y a des neurones un peu comme le jardinage, là, où on enlève les mauvaises herbes, là, bien, il y a des neurones qui meurent à cause ou grâce à la technologie. Alors oui, le cerveau évolue. Toutefois, notre façon de processer l'information et de prendre des décisions, un peu ce qu'on pourrait comparer là, avec le iOS d'Apple ou le fameux système d'exploitation humain, là, le Windows, je ne
je sais pas, Windows est rendu où, dans quelle version, là, Moi non plus. n'a pas évolué depuis des millions d'années. C'est-à-dire que notre façon de prendre des décisions, de recevoir l'information, de mettre ça dans le filtre de nos émotions, genre, ça me tente-tu, ça va-tu me procurer du plaisir ou non? Ça, à la base, là, ça n'a pas changé. C'est pour ça que le storytelling est efficace, parce que ça remonte à des choses qui nous font bouger depuis le début de l'histoire de l'humanité. Fait que tu penses que l'intelligence artificielle n'arrêtera pas les coachs de coacher? Parce que maintenant, tu peux tout apprendre en ligne. Oui, sauf que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Parce que l'information, elle existe. En 2025, on est à l'ère de l'information. Un petit cul en Afrique de 15 ans qui a accès à un téléphone intelligent puis l'Internet a plus de moyens de communication que le président des États-Unis il y a 20 ans. Ouais. Ce qui fait que si on changeait, si on était capable d'améliorer notre sort physiquement, santé, fitness, financier, puis ainsi de suite, grâce à l'information, ça serait déjà fait. Et là, l'information. Sauf que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Il faut aller dans les croyances, dans les histoires qu'on se raconte, puis ainsi de suite. Ce qui fait que le storytelling va rester. Alors, l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'elle ne remplacera pas, comme le côté humain, l'intelligence émotionnelle, la calibration des émotions, puis ainsi de suite. Comment gagner la confiance avec un autre être humain. Ça ne changera pas. Fait qu'on a toujours besoin d'un coach. Tout le temps. Ben, d'un bon coach. Oui. Est-ce que un coach a besoin d'un coach? Parce que tout le monde écoute, tout le monde a besoin d'aide dans la vie, là, on va se le dire. Là. On a tous des angles morts. Est-ce que tu crois que toi, tu peux te faire coacher? Ben, la réponse facile est oui. Pas par n'importe qui. C'est sûr, je ne vais plus dans des journées de conférences ou de formation ou de séminaires si je n'ai pas un client, une cliente qui va sur stage ou si je n'ai pas l'occasion de contribuer. En fait, je ne vais plus dans aucun événement, voyage d'entrepreneur ou réseautage ou quoi que ce soit si je n'ai pas l'opportunité de contribuer. J'ai remplacé FOMO, Fear of Missing Out, par JOMO, Joy of Missing Out, parce que je suis très sélectif maintenant dans les événements que je m'engage ou que je participe. Et j'espère être coachable parce que je passe 10-15 heures semaine à étudier de la game encore, sauf que je le fais de façon autodidacte. Okay. J'ai des coachs en ligne, la plupart ne sont pas au Québec parce que, humblement, j'ai tellement mis d'heures dans mon champ d'expertise, dans mon art, que c'est rare que je vais trouver quelqu'un qui n'est pas générique puis qui est pertinent pour moi. Ça fait déjà 60 minutes qu'on jase. Ça passe vite. Il me reste 2 questions. D'accord. Première question, je vais te dire 3 mots dans mon ordre à moi qui n'est nécessairement pas ton ordre. Tu me le dis de ta façon que tu veux. D'accord. Passion, succès, argent. Mm-hmm. Dans quel ordre que ça te convient à toi dans ta tête? Dans cet ordre-là. Moi aussi. Passion en premier, qui va t'amener du succès, puis le succès peut être relatif. Oui. Tu sais, Des petits succès, des gros succès. Parce que dans le fond, si je reviens à la psychologie d'Abraham Maslow, sa fameuse pyramide des besoins, ben le succès, dans le fond, c'est quand tu es capable de te rendre au top de la pyramide hiérarchique des besoins. Ouais. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, puis c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients quand j'en ai l'occasion. L'argent va venir après. En fait, l'argent, c'est le carburant pour te permettre d'avancer. Là, absolument. Ma dernière question. En 2030, dans 5 ans, oui. Raymond Brisebois, il est où personnellement? Il est où dans ma carrière, dans ma business? Non, personnellement. Ou géographiquement? Tout. Tout? Personnellement, surtout, en tant qu'humain. Tu es rendu où? Tu habites où? Tu fais quoi? Bien, j'habite probablement au même endroit parce qu'on a trouvé un petit coin de paradis. Voyager plus, évidemment, parce qu'on a commencé à pogner le goût là, vraiment au voyage. Good. Parce que maintenant, j'ai l'opportunité d'être dans une business qui me permet d'être libre et de le faire un peu partout dans le monde. Là. Mm-hmm. Maintenant, 80% de mes activités de coaching et même plus se font en ligne. Donc, je peux être à Paris, en Italie, en Asie, je peux être n'importe où et le faire. Et au niveau activité,
ce que je fais présentement en 2025, à 62 ans, ben je vais le faire jusqu'à ma mort. Tu vas aider l'autre. Fort probablement que la journée où je vais mourir, la veille, je vais avoir coaché quelqu'un. J'espère que non. Oui, non, moi j'espère que oui. Oui, c'est ça que tu Oui, veux. à mon rythme, évidemment, je ne fais plus des 60 heures semaine. Je travaille quand je veux, je fais mon horaire. Sauf que c'est pas une job, c'est une mission, c'est le fun. Et c'est Zig Ziglar, avant l'époque des coachs. À l'époque, tu parlais des conférenciers aux États-Unis. Oui. Là, Zig Ziglar était une référence dans le monde de la conférence aux États-Unis, décédé maintenant depuis une dizaine d'années. Il disait « Speakers don't retire, they just die ». Oui. Et ça va être mon cas. Ben, moi, je suis honorée d'avoir fait partie de ton petit cheminement puis d'avoir passé à travers Et merci. ce que je passe présentement. J'espère que ça va continuer des deux côtés. Oui. Et j'espère que tout ce que tu veux pour arriver au sommet de ta montagne, tu vas y arriver. Je te remercie Merci. infiniment de ton Merci à toi. passage. Merci. Merci.